Elle avait fait ses valises 2 fois. La première fois, c'était un jeudi soir. Elle avait tout mis dans un sac de voyage, elle avait appelé sa sœur, elle avait même réservé un taxi. Et puis son téléphone avait sonné. Il pleurait. Il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, qu'il allait changer, qu'il l'aimait d'une façon qu'il n'avait jamais aimé personne. Elle avait défait le sac. Elle était restée. La deuxième fois, c'était 3 mois plus tard. Elle n'avait pas appelé sa sœur, cette fois elle savait ce qu'elle lui dirait. Elle avait dormi ailleurs une nuit. Et le lendemain matin, elle était rentrée. Pas parce qu'elle le croyait encore, pas vraiment, mais parce que quelque chose dans son corps lui disait de rentrer. Une traction qu'elle ne savait pas nommer. Ses amis ne comprenaient pas. Sa famille ne comprenait pas. Même elle ne se comprenait pas. Elle savait ce qu'il était. Elle avait lu les articles. Elle avait reconnu les patterns. Elle pouvait les nommer un par un, et pourtant elle restait. Ce n'est pas une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de faiblesse. C'est une histoire de neurologie. Il y a des millions de personnes qui vivent cette histoire en ce moment. Des personnes intelligentes, aimantes, compétentes, qui ont un carnet plein de preuves et un cœur qui refuse de partir. Des personnes dont les amis ont abandonné de comprendre. Des personnes qui se jugent avec une sévérité qu'elles n'appliqueraient jamais à quelqu'un d'autre dans la même situation. Et si tu reconnais quelque chose dans ce que je viens de décrire, si ce n'est pas ton histoire, mais que tu sens que ça pourrait être celle de quelqu'un que tu connais, ou une partie de quelque chose que tu as vécu, alors ce livre est pour toi. Parce qu'il va répondre à la vraie question. Pas comment reconnaître un manipulateur, pas les 10 signes d'une relation toxique, mais pourquoi, quand on sait, on ne part souvent pas quand même. Ce que ton cerveau fait quand quelqu'un te détruit doucement. Et comment on en revient? Il y a une question que les gens posent en croyant qu'elle est bienveillante. Mais pourquoi tu restes? Formulée comme ça, cette question contient une accusation. Elle suppose que rester est un choix rationnel, qu'il suffirait de voir clairement pour partir, que si tu ne pars pas, c'est parce que tu ne vois pas ou parce que tu acceptes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta façon de fonctionner. Cette question blesse les personnes qu'elle est censée aider, et elle repose sur une incompréhension fondamentale de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne sous emprise. L'emprise psychologique, ce processus par lequel une personne perd progressivement son autonomie, sa perception d'elle-même et sa capacité à agir librement dans le cadre d'une relation, n'est pas un phénomène de faiblesse de caractère. C'est un phénomène neurologique, hormonal et comportemental. Il obéit à des mécanismes précis, documentés, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence ou la force de la personne qui le vit. Des personnes brillantes, éduquées, accomplies, qui aident les autres dans des situations difficiles, qui reconnaissent immédiatement les dynamiques toxiques chez leurs amis, ces personnes sont sous emprise. Des personnes courageuses qui ont affronté des choses beaucoup plus difficiles dans leur vie, ces personnes restent dans des relations qui les détruisent. Pas parce qu'elles ne voient pas, parce que voir ne suffit pas. Ce livre n'est pas là pour te dire quoi faire. Il est là pour te montrer ce qui se passe vraiment, biologiquement, dans ton cerveau et ton corps, quand tu es dans une relation de haute emprise. Parce que comprendre le mécanisme, c'est la seule chose qui permet de sortir de la honte. Et c'est souvent la sortie de la honte qui précède la sortie de la relation. Ce livre ne juge pas non plus les personnes qui ont créé l'emprise. Comprendre n'est pas excuser. Expliquer n'est pas pardonner, et le pardon n'est d'ailleurs pas une obligation ni une condition de la guérison. Tu peux guérir sans pardonner. Tu peux aller de l'avant sans avoir résolu ce que l'autre était ou voulait. Ce travail-là, si tu choisis de le faire un jour, se fait dans ton propre temps, à ta propre mesure. Il y a aussi quelque chose d'important à dire sur ce que cet audiolivre n'est pas. Ce n'est pas un diagnostic. Le terme pervers narcissique est entré dans le langage courant avec une rapidité qui a devancé sa précision clinique. Dans la pratique, les dynamiques d'emprise ne nécessitent pas que l'autre ait un trouble de la personnalité identifié pour être réelle et destructrice. Elles peuvent exister entre deux personnes qui ont toutes les deux leur vulnérabilité, leurs patterns, leurs blessures non traitées. Ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette, ce sont les effets. Et les effets, on va en parler précisément. On commence. Il y a quelque chose d'étrange dans l'expérience de l'emprise que presque personne ne mentionne.
La plupart des gens qui en sortent disent la même chose. Je savais. Pas toujours dès le début, pas toujours clairement, mais à un moment, ils savaient. Quelque chose ne tournait pas rond, les excuses ne collaient pas. Les comportements revenaient en boucle malgré les promesses. Il y avait une voix quelque part petite, intermittente, souvent étouffée, qui disait que quelque chose était profondément faux. Et pourtant, ils sont restés. Ce paradoxe savoir est resté, est le cœur de l'incompréhension autour de l'emprise. Et pour le comprendre, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont le cerveau humain fonctionne dans les situations de danger émotionnel. Il y a deux systèmes qui traitent l'information dans ton cerveau. Le premier, c'est le cortex préfrontal, la zone qui pense, analyse, évalue, planifie et prend des décisions rationnelles. C'est lui qui lit les articles sur les relations toxiques, qui reconnaît les patterns, qui liste les preuves et conclut « Cette personne me fait du mal ». Il voit clairement, il sait. Le deuxième, c'est le système limbique et en particulier l'amygdale, le centre de traitement émotionnel du cerveau. Elle ne pense pas, elle ressent. Elle évalue les menaces et les liens d'attachement à une vitesse que le cortex préfrontal ne peut pas suivre. Et quand ces deux systèmes entrent en conflit, quand ce que tu sais et ce que tu ressens vont dans des directions opposées, c'est presque toujours le système limbique qui gagne. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'évolution. L'attachement émotionnel est une fonction de survie. Pendant des millions d'années, les êtres humains avaient besoin de leurs liens affectifs pour survivre. Perdre un lien d'attachement, être rejeté, abandonné, séparé du groupe, était une menace aussi réelle que la mort physique. L'amygdale prend cet héritage au sérieux. Elle se bat pour préserver les liens, même ceux qui font mal, parce qu'elle est câblée pour croire que le lien vaut mieux que la solitude. Sofiane a 38 ans. Il est ingénieur à Bordeaux. Il m'a décrit quelque chose que beaucoup reconnaîtront. Je pouvais te faire la liste de tout ce qu'elle faisait. Les mensonges, les crises, les humiliations. Je l'avais même écrit dans un carnet. Et le soir même où je relus ce carnet en me disant que j'allais partir, elle est rentrée, elle était douce et tendre comme au début, et mon cerveau a tout effacé en 20 minutes. Je me détestais pour ça. Je pensais que j'étais devenu fou. Sofiane n'était pas fou. Son cortex préfrontal et son amygdale se battaient. Et dans ce combat, l'amygdale a gagné comme elle gagne presque toujours quand le lien d'attachement est assez intense. Il y a un autre mécanisme qui joue un rôle dans ce paradoxe et qu'on nomme rarement. C'est le biais d'investissement, ce que les économistes comportementaux appellent le sunk cost fallacy. Plus on a investi dans quelque chose du temps, de l'énergie, de l'amour, des sacrifices, plus on trouve difficile de l'abandonner, même quand les preuves montrent que continuer est irrationnel. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est une heuristique cognitive qui existait bien avant les relations toxiques. Elle dit « ce qui coûte beaucoup a de la valeur ». Et partir, c'est accepter que tout ce qu'on a investi était peu, être perdu. Cette acceptation est douloureuse au point que beaucoup préfèrent continuer à investir pour ne pas avoir à y faire face. Dans une relation d'emprise, ce biais est amplifié à l'extrême. 2 ans, 5 ans, 10 ans de vie partagée, des projets abandonnés pour cette relation, des amitiés perdues, des choix professionnels modifiés. Partir signifie regarder tout ça en face et dire « c'était une erreur ». Et pour beaucoup de personnes, surtout celles dont l'estime de soi a été progressivement érodée, cette reconnaissance est trop lourde à porter d'un seul coup. Savoir ne suffit pas à partir. Parce que partir n'est pas une décision du cortex préfrontal, c'est une décision du système nerveux entier. Et le système nerveux entier prend du temps à intégrer ce que l'intellect a compris. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps d'une personne sous emprise que très peu de gens voient parce que ça se passe à l'intérieur, silencieusement, sur la durée. Le stress chronique modifie physiquement le cerveau. Quand tu vis dans un environnement émotionnellement imprévisible, où tu ne sais jamais si tu vas rentrer à la maison et trouver quelqu'un de gentil ou quelqu'un de froid, si ta parole sera reçue ou retournée contre toi, si l'amour de ce soir sera suivi d'une punition demain, ton corps libère en continu une hormone, le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress.
En petite dose, dans des situations ponctuelles, il est utile, il mobilise l'énergie, il prépare à l'action. Mais en dose chronique, sur des semaines et des mois, il devient toxique. Voici ce que le cortisol chronique fait à ton cerveau. Premièrement, il affecte l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Sous cortisol chronique, l'hippocampe rétrécit littéralement. Il perd du volume. Ce qui explique pourquoi les personnes sous emprise ont souvent des trous de mémoire, une mémoire fragmentée, une difficulté à reconstituer une chronologie claire de ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la confusion volontaire, c'est de la neurologie. Deuxièmement, il hyperstimule l'amygdale qui devient de plus en plus réactive, de plus en plus vigilante, de plus en plus sur le qui-vive. La personne sous emprise développe un état d'hypervigilance permanente. Elle analyse constamment les micro-signaux de l'environnement, le ton de voix, l'expression du visage, la façon dont la porte a été fermée. Elle cherche à anticiper la prochaine crise. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une adaptation de survie à un environnement imprévisible. Son cerveau a appris que les dangers arrivent sans prévenir, et il scanne en permanence pour les détecter à temps. Troisièmement, il dégrade progressivement la capacité de décision du cortex préfrontal. Sous stress chronique, la connexion entre le cortex préfrontal et le reste du cerveau s'affaiblit. La pensée claire, la planification, la capacité à imaginer l'avenir, à envisager des alternatives, à prendre des décisions complexes, tout ça devient difficile. Ce n'est pas un caractère indécis. C'est un cerveau épuisé par des mois de cortisol. Bessel van der Kolk, psychiatre et chercheur en traumatologie, a consacré des décennies à documenter ce que le trauma fait au corps et au cerveau. Ce qu'il a montré est fondamental. Le corps garde la trace du trauma, même quand l'esprit essaie de l'oublier ou de le minimiser. Les personnes qui ont vécu une emprise intense parlent souvent de symptômes physiques, tensions chroniques, problèmes digestifs, fatigue profonde, maladies auto-immunes qui apparaissent pendant la relation ou après. Ce n'est pas psychosomatique dans le sens péjoratif du terme. C'est le corps qui porte ce que l'esprit n'a pas pu traiter. Il y a une conséquence du cortisol chronique que presque personne ne mentionne et qui est pourtant documentée: la modification du traitement des émotions positives. Sous stress chronique prolongé, le cerveau réduit progressivement sa capacité à ressentir du plaisir dans les situations ordinaires. La joie, la curiosité, l'enthousiasme, ces états deviennent moins accessibles, non pas parce que la personne est dépressive dans le sens clinique simple du terme, mais parce que son système de récompense est saturé par le cycle emprise-soulagement et a progressivement désentraîné sa capacité à trouver du plaisir dans des expériences simples et stables. Ce phénomène explique quelque chose que les proches des personnes sous emprise observent souvent sans comprendre. La personne semble terne, moins vivante, moins elle-même. Elle ne s'intéresse plus aux choses qui lui plaisaient. Ses yeux ne s'allument plus. Ce n'est pas de la dépression ordinaire. C'est un cerveau dont le système de récompense a été redirigé entièrement vers une seule source d'activation, la relation elle-même, avec ses montées et ses descentes. Et tout le reste semble fade en comparaison. Léa a 32 ans. Elle est infirmière à Lyon. Elle m'a décrit une chose qui illustre parfaitement ce chapitre. Pendant les 2 ans de ma relation, j'ai été malade tout le temps. Angine à répétition, fatigue chronique. Je dormais 10 heures et je me réveillais épuisé. Les médecins ne trouvaient rien. 2 mois après la séparation, tout a disparu. Tout. Comme si mon corps savait avant moi que je n'étais plus en danger. Le corps ne ment pas. Il parle. Et parfois, il parle en silence pendant des années avant que quelqu'un l'entende. Il y a un psychologue comportementaliste américain qui, dans les années 50, a mis au point l'une des découvertes les plus importantes de la psychologie moderne, même s'il étudiait des pigeons, et même s'il ne savait pas à l'époque qu'il était en train de décrire le mécanisme au cœur des relations toxiques. Son nom est Bruce Skinner. Sa découverte s'appelle le renforcement intermittent. Dans ses expériences, Skinner avait mis en place différents programmes de récompense pour ses pigeons.
Certains recevaient une récompense à chaque fois qu'ils appuyaient sur un levier prévisible, régulier, constant. D'autres recevaient une récompense de façon aléatoire, parfois au premier essai, parfois au 10e, parfois jamais. La conclusion était sans appel. Le programme aléatoire créait le comportement le plus persistant et le plus résistant à l'extinction. Les pigeons qui ne savaient pas quand la récompense allait arriver continuaient d'appuyer sur le levier beaucoup plus longtemps, beaucoup plus frénétiquement que ceux dont la récompense était prévisible. Aujourd'hui, on sait pourquoi. L'incertitude de la récompense déclenche dans le cerveau une réponse dopaminergique bien plus intense que la certitude. Ce n'est pas la récompense elle-même qui crée l'addiction, c'est l'anticipation de la récompense possible. Et plus l'incertitude est grande, plus l'anticipation est intense, plus la libération de dopamine est puissante. Maintenant, transpose ce mécanisme dans une relation. Quelqu'un qui t'aime de façon stable, cohérente, prévisible, qui est doux quand il rentre, qui tient ses engagements, dont tu peux anticiper le comportement, ce quelqu'un ne crée pas d'addiction neurochimique. Il crée de la sécurité. Et la sécurité, même si elle est précieuse et nécessaire, n'active pas les mêmes zones de récompense du cerveau que l'incertitude. Maintenant, quelqu'un dont tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Qui peut être extraordinairement tendre un soir et glacial le lendemain sans raison visible, dont la chaleur, quand elle arrive, te submerge précisément parce que tu n'étais pas sûr qu'elle reviendrait, dont les moments de connexion sont rares et intenses, et pour cette raison, vécus comme quelque chose d'extraordinaire, presque comme une drogue. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la neurochimie. C'est exactement le programme de renforcement intermittent de Skinner appliqué à une relation humaine. Il y a quelque chose d'important à ajouter ici, parce que cette dynamique est souvent mal comprise. L'alternance chaleur-froideur n'est pas toujours délibérée. La personne qui crée ces cycles ne calcule pas nécessairement, assis à un bureau, comment garder l'autre sous emprise. Souvent, elle-même est gouvernée par ses propres mécanismes, ses propres blessures, ses propres défenses, ses propres cycles émotionnels, ce qui ne diminue pas les effets sur l'autre. Mais ça change la question de la responsabilité, et ça permet de sortir de la vision binaire du monstre conscient, qui rend l'emprise plus facile à voir dans les films que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, les dynamiques d'emprise se produisent souvent entre deux personnes qui ont toutes les deux leurs blessures. L'une d'entre elles, pas nécessairement intentionnellement, crée un environnement de renforcement intermittent. Et l'autre, pas nécessairement par faiblesse, y développe une dépendance neurochimique. Comprendre ça ne gomme pas la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais ça aide à sortir de la honte. Parce que la honte dit « j'aurais dû voir ». Et la neurologie dit « ton cerveau faisait exactement ce qu'il était conçu pour faire dans ces circonstances ». Et le problème avec les addictions, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas quand tu décides intellectuellement qu'elles sont mauvaises pour toi. Le cortex préfrontal peut avoir compris. L'amygdale, elle, cherche encore sa dose. Elle attend encore la prochaine accalmie, le prochain retour de la chaleur, le prochain soir où tout semble redevenir comme au début. Et cette attente, cette espérance neurochimique est l'une des forces les plus puissantes qui maintiennent une personne dans une relation qui la détruit. Rania a 29 ans. Elle est graphiste à Paris. Elle m'a dit quelque chose de très précis. Ce que je cherchais, ce n'était plus lui vraiment. C'était le retour de la version de lui du début, celle que j'avais connue. Et j'avais la conviction irrationnelle, je le savais que si j'attendais encore un peu, elle reviendrait. Je courais après quelqu'un qui n'existait peu, être plus, ou qui n'avait peu, être jamais vraiment existé. Ce que Rania décrit, c'est la dynamique du renforcement intermittent vécu de l'intérieur, pas de la naïveté. Une addiction neurochimique à l'espoir. Il y a un phénomène que les psychologues appellent le trauma bonding, l'attachement traumatique. Et ce phénomène explique quelque chose que beaucoup de gens trouvent incompréhensible de l'extérieur. Pourquoi les personnes qui ont subi le plus de mal de la part de quelqu'un peuvent aussi en être les plus attachées? La logique voudrait que la douleur crée de la distance, que plus quelqu'un nous blesse, moins on lui est attaché. Dans les relations ordinaires, ça fonctionne souvent ainsi.
Mais dans des contextes de haute intensité émotionnelle, violence psychologique, cycle d'idéalisation et de dévalorisation, menaces alternant avec des promesses, la logique s'inverse. Et cette inversion n'est pas un paradoxe, c'est une loi biologique. Il y a un concept qui aide à comprendre ce mécanisme, l'idéalisation et la dévalorisation. Dans beaucoup de dynamiques d'emprise, la relation commence par une phase d'idéalisation intense, parfois appelée love bombing. La personne est vue comme parfaite, irremplaçable, extraordinaire. L'attention est totale, la validation est constante, l'avenir semble lumineux. Cette phase crée une empreinte neurologique puissante, un état de bien, être intense, associé à cette personne spécifique. Et quand la dévalorisation commence progressivement ou brutalement, la personne ne tombe pas amoureuse d'une version dégradée. Elle continue de chercher la version idéalisée du début. Elle reste en partie pour la retrouver. Et chaque moment de retour à cette chaleur du début même, bref, même rare, est vécu comme la preuve que cette version existe encore, qu'elle peut revenir. L'attachement traumatique a été documenté dans des contextes extrêmes les otages, qui développent de l'empathie pour leurs ravisseurs, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais sa version quotidienne est bien moins dramatique dans sa forme, et bien plus répandue qu'on ne le croit. Judith Herman, psychiatre et chercheuse à Harvard, a étudié le trauma pendant des décennies. Elle a montré que les conditions qui créent l'attachement traumatique sont précises et reproductibles. L'alternance entre menace et soulagement. Quand une personne représente à la fois la source de la menace et la source du soulagement, quand c'est lui qui crée la peur et lui aussi qui offre la protection, la chaleur, la tendresse, le cerveau forge un lien d'une intensité particulière. Pourquoi? Parce que dans ces moments de soulagement, de reconnexion après une crise, le cerveau libère des quantités importantes d'ocytocine, l'hormone du lien, de la confiance, de l'attachement. Le cerveau associe biologiquement ce soulagement à la personne qui l'offre. Et ce lien biologique est plus fort, pas moins fort, que celui qui se crée dans une relation stable parce qu'il est forgé dans l'intensité, dans la survie émotionnelle, dans la gratitude viscérale d'un soulagement qui n'était pas garanti. Patrick Carnes, spécialiste des addictions relationnelles, a montré que ce processus crée une forme d'attachement qui ressemble fonctionnellement à une addiction. La personne ne reste pas parce qu'elle pense que la relation est saine. Elle reste parce que son cerveau a associé cette personne spécifique à sa survie émotionnelle et que rompre ce lien est vécu au niveau neurologique comme une menace existentielle. Marc a 41 ans. Il est professeur à Nantes. Il m'a dit quelque chose que peu d'hommes disent à voix haute. Je savais qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Je le sentais. Et pourtant, les rares fois où elle était douce, vraiment douce, comme au tout début, j'avais l'impression de revivre, littéralement. Comme si ma respiration revenait, et c'est ce sentiment-là que je cherchais. Pas elle, ce sentiment de respirer de nouveau. Ce que Marc décrit, c'est l'ocytocine, après la crise, le soulagement codé dans le corps comme amour. Et cette confusion entre soulagement et amour est au cœur de l'attachement traumatique. Il y a une autre dimension de l'attachement traumatique qui mérite d'être nommée. La construction d'une identité autour de la relation de sauvetage. Dans certaines dynamiques d'emprise, la personne commence à se définir par sa capacité à aider, à comprendre, à sauver l'autre. Il a besoin de moi. Personne d'autre ne le comprend comme moi. Si je pars, que va-t-il lui arriver? Cette posture de sauveur est souvent renforcée par la personne qui crée l'emprise, qui présente sa vulnérabilité de façon à déclencher ce réflexe de protection. Et ce réflexe n'est pas une faiblesse. Chez beaucoup de personnes sous emprise, c'est une qualité réelle, la capacité à l'empathie, à la loyauté, aux soins. Ces qualités ont été ciblées et exploitées. Ce n'est pas la même chose que d'avoir ces qualités comme défaut. Ce que ça crée, c'est un attachement qui transcende même l'amour romantique. Ce n'est plus « je l'aime donc je reste », c'est « il a besoin de moi », je suis responsable de lui, partir serait un abandon.
Ce sentiment de responsabilité pour le bien-être de l'autre, souvent renforcé par des menaces explicites ou implicites sur ce qui arriverait si on partait, est l'une des attaches les plus difficiles à défaire. Et elle demande de reconnaître que prendre soin de soi n'est pas de l'abandon. C'est une nécessité. Il y a quelque chose qui se passe dans les relations d'emprise longue durée que très peu de personnes voient venir parce que ça arrive si progressivement qu'il n'y a jamais de moment précis où tu peux dire « c'est là que ça a commencé ». Tu perds qui tu es. Pas d'un coup, pas de façon dramatique. Mais progressivement, insidieusement, par accumulation de petits renoncements qui semblent chacun isolément anodins, tu arrêtes de défendre une opinion parce que les discussions deviennent des conflits et que les conflits te coûtent trop cher. Tu abandonnes une amitié parce qu'elle le met mal à l'aise, ou parce que les questions de ton ami sur ta relation te mettent face à quelque chose que tu ne veux pas encore voir. Tu modifies ton comportement, ta façon de parler, ce que tu permets à toi-même de ressentir et d'exprimer pour éviter la crise, pour maintenir la paix, pour préserver ces moments de chaleur qui deviennent de plus en plus rares. Ce processus a un nom clinique, le gaslighting. Le terme vient d'un film des années 40 dans lequel un mari manipule sa femme en modifiant subtilement des éléments de leur environnement, puis en niant les changements quand elle les mentionne, jusqu'à ce qu'elle commence à douter de sa propre perception de la réalité. Mais le gaslighting moderne n'est pas toujours aussi délibéré ou cinématographique. Il fonctionne aussi à travers des formulations plus banales. Tu es trop sensible. Tu inventes des problèmes, tu n'as jamais su prendre les choses légèrement. Tu déformes tout ce que je dis. Répétées sur la durée, ces formulations font quelque chose de précis au cerveau. Elles créent un doute systématique dans la perception de soi. Elles apprennent à la personne à ne pas faire confiance à ses propres émotions, à ses propres observations, à sa propre lecture de la réalité. Et quand tu ne fais plus confiance à ta propre perception, tu deviens dépendant de la perception de l'autre. Ce n'est plus toi qui définis ce qui s'est passé, c'est lui. Ce n'est plus toi qui sais si tu as raison d'être blessé. C'est lui qui décide si ta blessure est légitime. Cette dépendance épistémique, la perte de confiance dans sa propre capacité à connaître la réalité, est l'une des formes les plus profondes de dissolution identitaire que l'emprise crée. Il y a une forme de gaslighting particulièrement insidieuse, parce qu'elle est très difficile à détecter, même par la personne qui la vit. La réécriture du passé. Les événements qui se sont produits sont racontés différemment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu interprètes tout de travers. Tu n'as pas une bonne mémoire. Ces formulations, répétées sur la durée, créent un état où la personne doute non seulement de ses émotions présentes, mais de ses souvenirs eux-mêmes. Et comme le cortisol chronique a déjà fragilisé l'hippocampe, la zone de la mémoire, cette fragilité est réelle et exploitée. À terme, la personne sous emprise peut se retrouver dans un état où elle ne sait plus si elle peut faire confiance à ses propres perceptions du passé. Ce vide mémoriel, cette incertitude sur ce qui s'est réellement passé, crée une dépendance supplémentaire vers la version de la réalité proposée par l'autre. Ce n'est pas de la naïveté. C'est le résultat d'un processus systématique qui a progressivement remplacé sa réalité par la sienne. Inès a 35 ans. Elle est avocate à Marseille. Elle m'a dit quelque chose qui illustre exactement ça. À la fin, je ne savais plus ce que je ressentais vraiment. Je passais des heures à me demander si j'avais le droit d'être triste, si ce que j'avais vécu méritait d'être appelé maltraitance, si je n'exagérais pas. Je questionnais chaque émotion avant de la ressentir. Et cette façon de fonctionner, je l'ai réalisée bien après. C'est lui qui me l'avait apprise en me disant pendant des années que mes émotions étaient disproportionnées. Ce qu'Inès décrit est le produit final du gaslighting prolongé. Une personne qui s'est enseignée à elle-même à ne pas s'écouter. Et ce désapprentissage de soi est l'une des blessures les plus longues à réparer. On imagine souvent que le moment de partir est un moment de clarté, que quelque chose se déclenche, que la lumière s'allume et que la personne sort. Et parfois c'est ça. Mais le plus souvent, ce n'est pas ça du tout. Pour beaucoup de personnes sous emprise, partir est vécu non pas comme un soulagement, mais comme une terreur. Et cette terreur n'est pas irrationnelle,
Elle est le résultat direct de ce que des mois ou des années d'emprise ont fait à leur système nerveux. Voici ce qui se passe. Le cerveau sous stress chronique finit par recalibrer sa définition de la normale. L'hypervigilance, l'incertitude permanente, les montées d'adrénaline et les chutes, tout ça devient le fonctionnement de base. Le système nerveux apprend que c'est ça, la vie. Et quand tu pars, quand tu t'extrais de cet environnement, tu ne trouves pas la paix. Tu trouves un vide, un calme que ton système nerveux ne reconnaît plus comme sûr. Peter Levine, chercheur en traumatologie et créateur de la Somatic Experiencing, a passé des décennies à étudier comment le trauma s'inscrit dans le corps. Ce qu'il a montré, c'est que le système nerveux traumatisé ne se régule pas par la pensée. Il se régule par le corps. Et un corps qui a appris à fonctionner dans la tension chronique ne sait plus comment fonctionner dans la sécurité. La sécurité lui est étrangère. Elle lui semble vide, presque menaçante. C'est pour cette raison que certaines personnes qui réussissent à partir d'une relation d'emprise finissent par en chercher une autre, souvent avec un profil similaire. Pas parce qu'elles sont attirées par les gens toxiques dans un sens moral, mais parce que leur système nerveux reconnaît certains patterns comme familiers et que le familier est interprété comme sûr même quand il ne l'est pas. Il y a aussi une autre dimension. Partir implique de faire face à ce qui a été perdu, le temps investi, l'image de ce que la relation aurait pu être, l'identité construite à l'intérieur de cette relation. Et parfois, les menaces réelles, économiques, sociales ou de violence que le départ implique, ces obstacles ne sont pas dans la tête, ils sont réels. Et les minimiser en disant « par juste » montre une incompréhension totale de la complexité de ce que traversent les personnes sous emprise. Il y a aussi un aspect du départ dont on parle peu, le deuil. Partir d'une relation d'emprise n'est pas juste se libérer d'une situation difficile. C'est faire le deuil de quelque chose qu'on a aimé ou qu'on croyait avoir aimé. Le deuil de la relation telle qu'elle était au début, de la personne telle qu'elle semblait être dans ses meilleurs moments, des projets partagés, de l'avenir imaginé ensemble. Et parfois, le deuil de soi-même, de la personne qu'on était avant que cette relation ne commence à effacer certaines parties de soi. Ce deuil est réel. Il mérite d'être traversé, pas évité. Parce que les personnes qui quittent une relation d'emprise sans traverser ce deuil ont tendance à retrouver des dynamiques similaires dans les relations suivantes, pas parce qu'elles sont attirées par les manipulateurs, mais parce que le système nerveux cherche ce qui lui est familier et que sans avoir intégré et élaboré ce qui s'est passé, le familier reste la dynamique de l'emprise. Ce que tu traverses quand tu essaies de partir n'est pas de la lâcheté. C'est ton système nerveux qui fait ce qu'il a appris à faire dans un environnement qu'il ne connaissait pas. Et cette compréhension que ta difficulté à partir est une réponse adaptative, pas un défaut de caractère, est l'une des choses les plus importantes que tu puisses intégrer pour trouver un chemin vers la sortie. Il y a une liste que personne ne te donne quand tu sors d'une relation d'emprise. Une liste de ce qui manque, de ce qui a disparu si progressivement que tu ne t'es pas rendu compte de chaque perte au moment où elle se produisait. Le sens de toi-même. Cette capacité à savoir, sans avoir besoin de demander ce que tu penses d'une situation, ce que tu veux pour le dîner. Si une personne te plaît ou non, si une décision te semble juste. Ces certitudes-là, ces micro-ancres de l'identité, ont été érodées par des années de doutes imposés, la confiance dans ta perception. Tu as appris à questionner ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, ce que tes émotions ressentent. Cette méfiance envers toi-même ne disparaît pas automatiquement le jour où la relation se termine. Elle reste, et elle complique la reconstruction parce qu'elle contamine chaque nouvelle expérience. Est-ce que je perçois bien cette situation? Est-ce que ma réaction est proportionnée? Est-ce que je peux faire confiance à ce que je ressens? La capacité à ressentir la sécurité. Ton système nerveux a été recalibré sur la menace. Il a appris que la douceur peut précéder la douleur, que le calme peut précéder la crise, que la confiance peut être une vulnérabilité. Cette méfiance envers la sécurité elle-même, cette incapacité à se détendre pleinement, même dans des situations objectivement sûres,
est l'une des séquelles les moins visibles et les plus réelles de l'emprise. Tes connexions sociales. Les amis perdus parce qu'ils questionnaient la relation, la famille mise à distance, l'isolement progressif, qui semblait parfois venir de toi parce que tu n'avais plus l'énergie pour entretenir des liens, parce que tu avais honte de montrer ce que tu vivais, parce que l'autre avait rendu ces connexions difficiles ou conflictuelles. Cet isolement n'est pas accidentel. Dans les dynamiques d'emprise, la coupure des liens extérieurs est un mécanisme qui augmente la dépendance envers l'autre et peut être, quelque part, ton rapport à toi-même comme personne digne d'être aimée correctement. Cette conviction souvent non consciente que quelque chose en toi méritait ce traitement. Que, si ça s'est passé comme ça, c'est peu, être parce que tu as fait quelque chose de mal. Cette conviction est fausse. Mais elle existe, et elle mérite d'être nommée pour pouvoir être examinée, pas pour se punir de l'avoir eue, mais pour comprendre d'où elle vient. Souvent, elle vient d'un endroit qui précède la relation. Une histoire familiale, où l'amour était conditionnel, où on devait mériter sa place, où les émotions devaient se justifier pour être reconnues. Ces expériences précoces créent ce que les spécialistes de l'attachement appellent un style d'attachement anxieux, une façon d'être dans les relations qui cherche constamment à confirmer qu'on est aimé, qui interprète l'ambiguïté comme du rejet, et qui peut être particulièrement vulnérable aux dynamiques de renforcement intermittent. Non pas parce que ce style est une faiblesse, mais parce que c'était la façon la plus intelligente disponible de naviguer un environnement émotionnel particulier. Il faut aussi nommer quelque chose de rarement dit: les personnes qui vivent des relations d'emprise ne sont pas un profil uniforme. On a longtemps décrit la victime typique, quelqu'un avec une faible estime de soi, une histoire de blessure familiale, une vulnérabilité particulière. Et si ces facteurs peuvent effectivement augmenter la sensibilité à certaines dynamiques, ils ne sont ni nécessaires ni suffisants. Des personnes à haute estime de soi, avec des histoires familiales stables, dans des positions professionnelles de leadership, ces personnes vivent aussi des relations d'emprise. Parce que les dynamiques d'emprise n'exploitent pas une faiblesse de caractère. Elles exploitent des mécanismes d'attachement qui sont universellement humains. Faire l'inventaire de ces pertes n'est pas pour se lamenter. C'est pour comprendre l'étendue réelle de ce qui doit être reconstruit et pourquoi la reconstruction prend du temps, parce que tu ne reconstruis pas juste ta vie après la relation. Tu reconstruis ton sens de toi-même, ta confiance dans ta propre perception, ta capacité à recevoir de la sécurité. C'est un travail profond et il mérite le temps qu'il prend. Il y a une bonne nouvelle, une vraie, pas une formule de développement personnel. Le cerveau se répare. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, à se réorganiser, à récupérer des fonctions altérées, est l'une des découvertes les plus importantes de la neuroscience moderne. Et elle s'applique pleinement au cerveau traumatisé par l'emprise. L'hippocampe qui a rétréci sous cortisol chronique peut regagner du volume. Les connexions entre le cortex préfrontal et l'amygdale, qui se sont affaiblies, peuvent se renforcer. L'hypervigilance permanente peut progressivement laisser place à un état de base plus calme. Pas du jour au lendemain, pas de façon linéaire, mais réellement, biologiquement, le cerveau peut changer. Voici ce que la recherche montre sur ce qui aide réellement cette reconstruction. Premièrement, la régulation somatique travaillait directement avec le corps, pas seulement avec les pensées. Peter Levine a montré que le trauma s'inscrit dans le corps et que la guérison passe par le corps. Des pratiques comme la somatic experiencing, le yoga trauma informé, le mouvement conscient et approches aident le système nerveux à apprendre de nouveaux états de base. Elles ne remplacent pas le travail psychologique, mais elles en sont le complément indispensable. Parce que tu ne peux pas penser ton chemin hors d'un état que tu n'as pas pensé pour y entrer. Deuxièmement, la reconnexion aux liens sûrs. Le cerveau apprend ce qu'est une relation saine en vivant une avec un thérapeute, avec des amis qui respectent les frontières, avec des membres de la famille bienveillants. Ces relations ne remplacent pas le travail intérieur, mais elles le nourrissent. Elles recalibrent progressivement ce que le système nerveux définit comme une relation normale et elles réentraînent le cerveau à associer la proximité avec la sécurité plutôt qu'avec la menace. Troisièmement, l'élaboration narrative, mettre en mots ce qui s'est passé, de façon progressive et dans un contexte sûr.
Judith Herman a montré que la reconstruction après trauma passe par 3 phases. La sécurité d'abord, puis l'élaboration et le deuil, puis la reconnexion. Ces phases ne sont pas linéaires et ne durent pas le même temps pour tout le monde, mais elles dessinent un chemin. Troisièmement bis, et cela mérite un paragraphe à part la question du temps. La reconstruction après emprise ne suit pas un calendrier raisonnable. La société a des attentes implicites sur la durée du deuil après une séparation. Après quelques mois, les gens commencent à dire « Tu devrais aller mieux maintenant, il faut passer à autre chose, ça fait longtemps ». Ces injonctions sont non seulement inutiles, elles sont contre-productives. Elles rajoutent une couche de honte sur une personne dont le système nerveux est en train de faire un travail réel et biologique. La reconstruction neurologique après un trauma de relation intense peut prendre des années. Pas parce que la personne est coincée ou ne veut pas aller mieux. Parce que le cerveau refait des connexions, recalibration des réponses hormonales, reconstruit un sens de soi qui a été progressivement effacé. Ce travail a son propre rythme. Et respecter ce rythme, c'est déjà une forme de guérison. Quatrièmement, et c'est peu, être la chose la plus contre-intuitive, la reconstruction du sens de soi passe par de petites décisions. Pas les grandes, les petites. Choisir ce que tu manges le matin. Décider à quelle heure tu te lèves. Aller voir le film que toi tu veux voir. Dire non à quelque chose sans te justifier. Exprimer une préférence sans la conditionner à l'approbation de quelqu'un d'autre. Ces micro-décisions semblent insignifiantes. Elles ne le sont pas. Elles réentraînent le cerveau à écouter ses propres signaux, à les prendre au sérieux, à réapprendre que tes préférences existent et méritent d'être honorées. Et elles construisent, lentement, quelque chose que l'emprise avait effacé. La confiance dans ta propre agence. La conviction que tu peux décider. Que tes décisions comptent. Que tu es quelqu'un dont le point de vue sur sa propre vie a de la valeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est le minimum vital d'une personne qui habite vraiment sa propre existence. Claire, celle du début de cet audiolivre, a fini par partir, pas lors d'une grande décision dramatique. Lors d'un matin ordinaire, plusieurs mois après la 2e valise défaite, où quelque chose dans son corps a su d'une façon différente des fois précédentes. Elle dit qu'elle ne peut pas expliquer exactement ce qui a changé, mais elle dit aussi que les semaines précédentes, elle avait commencé à prendre rendez-vous avec une thérapeute, qu'elle avait rappelé sa sœur, qu'elle avait recommencé à voir des amis en dehors de la relation, que son système nerveux avait commencé, très lentement, à apprendre qu'il existait d'autres façons d'être. C'est ça, le vrai processus de sortie. Pas un déclic soudain, pas une révélation dramatique, mais une accumulation lente de nouvelles expériences, de nouvelles connexions, de nouveaux états de sécurité, jusqu'à ce que le système nerveux dispose d'assez d'alternatives pour choisir autrement. Jusqu'à ce que la force d'attraction vers ce qui est familier soit équilibrée par quelque chose de suffisamment fort de l'autre côté. Et ce quelque chose de suffisamment fort, on ne peut pas le forcer de l'extérieur. On peut le nourrir. On peut créer les conditions dans lesquelles il peut émerger. Mais il émerge à son propre rythme, dans le corps et le cerveau de la personne concernée, pas dans le calendrier des autres. La reconstruction n'a pas de date de début précise, et elle n'a pas de date de fin. Mais elle commence toujours par la même chose. Le refus de continuer à se juger pour avoir vécu ce qu'on a vécu. Conclusion. Tu n'étais pas faible. Revenons à la question du début. Mais pourquoi tu restes? Tu as maintenant une réponse. Pas une réponse qui excuse ou qui minimise, mais une réponse qui explique vraiment. Tu restais parce que ton amygdale se battait contre ton cortex préfrontal et qu'elle gagne presque toujours quand l'attachement est en jeu. Tu restais parce que ton corps était devenu dépendant de la neurochimie du renforcement intermittent, la dopamine de l'attente, l'ocytocine du soulagement. Tu restais parce que l'attachement traumatique forge des liens biologiques qui n'obéissent pas à la logique. Tu restais parce que des mois de gaslighting t'avaient appris à ne pas faire confiance à ta propre perception. Tu restais parce que ton système nerveux avait recalibré sa définition de la normale et que partir était neurologiquement plus effrayant que rester. Tu restais parce que le biais d'investissement rendait l'abandon du passé plus douloureux que la poursuite du présent.
Et tu restais parce que quelqu'un en toi espérait encore cet espoir neurochimique, cette attente de la prochaine accalmie que la version du début reviendrait. Toutes ces raisons sont réelles. Toutes sont documentées. Aucune d'entre elles n'est une honte. Tu n'étais pas faible. Tu n'étais pas stupide. Tu n'étais pas incapable de te respecter. Tu étais un être humain avec un cerveau humain dans une situation pour laquelle ce cerveau n'est pas équipé. Parce que les dynamiques d'emprise exploitent précisément les mécanismes les plus anciens et les plus profonds de notre biologie. Les mécanismes de survie, d'attachement, de recherche de connexion. Les manipuler n'est pas difficile quand on sait comment ils fonctionnent. Et les reconnaître de l'intérieur, quand on est au cœur de la dynamique, l'est beaucoup plus qu'on ne le croit depuis l'extérieur. Ce que tu as traversé a laissé des traces. Dans ton cerveau, dans ton corps, dans ta façon de percevoir les relations, ces traces sont réelles. Et elles méritent d'être prises au sérieux, pas minimisées, pas transformées en honte, mais vues pour ce qu'elles sont. Les empreintes d'une expérience intense sur un système biologique conçu pour apprendre de tout ce qu'il vit. Ces traces ne définissent pas qui tu es, elles définissent ce que tu as vécu. Et la différence entre ces deux phrases est immense. Ce que tu as vécu s'intègre, se traverse, se transforme avec le temps et le travail. Qui tu es, la profondeur de ta capacité à aimer, ta sensibilité, ton intelligence émotionnelle, tout ce qui a été exploité dans cette relation, tout ça reste. Et dans beaucoup de cas, ça s'approfondit encore. Et parce que ton cerveau apprend, il peut aussi désapprendre. Il peut se recalibrer. La neuroplasticité ne s'arrête pas à 25 ans. Elle ne s'arrête pas après un trauma. Elle est permanente, active, et elle attend d'être dirigée vers quelque chose de nouveau. Il peut apprendre à nouveau ce que ressent la sécurité, ce que signifie la confiance, ce que c'est que d'être aimé sans condition, sans avoir à craindre ce qui vient après. Ce chemin existe. Il n'est pas droit, il n'est pas rapide, et il n'est pas le même pour tout le monde. Mais il est réel. Si tu écoutes cet audiolivre, parce que tu es encore dans la situation, parce que tu n'es pas encore parti, parce que tu n'es pas sûr de pouvoir le faire, parce que tu te débats entre ce que tu sais et ce que tu ressens, je veux te dire quelque chose de précis. Le fait que tu écoutes ça est déjà quelque chose. Chercher à comprendre, c'est déjà une forme de mouvement. Et les personnes qui sortent d'une emprise ne le font presque jamais d'un seul coup décisif. Elles le font progressivement, non linéairement, avec des allers-retours, avec des moments de doute et de rechute, jusqu'à ce que quelque chose dans leur système nerveux soit prêt, vraiment prêt, à choisir autrement. Ce processus ne peut pas être accéléré par la volonté seule, mais il peut être nourri par la connaissance comme celle de cet audiolivre, par des connexions sûres, par un accompagnement professionnel si possible, et je veux insister sur ce point, pas parce qu'une thérapie est obligatoire pour guérir, mais parce qu'un espace régulier avec quelqu'un de formé pour travailler sur ces dynamiques peut réduire considérablement le temps de reconstruction et la probabilité de reproduire les mêmes patterns. Par de petites décisions quotidiennes qui réapprennent au cerveau à écouter ses propres signaux, il y a aussi quelque chose que tu peux faire dès maintenant, peu importe où tu en es. Écrire. Pas pour analyser, pas pour comprendre, juste pour déposer. Quelques phrases chaque soir sur ce que tu as ressenti dans la journée, sans filtre, sans jugement, sans chercher à donner du sens à tout. Cet exercice simple, mis en avant par des décennies de recherche en psychologie de la santé, notamment par le chercheur James Pennebaker, aide le cerveau à traiter ce qui n'a pas encore été traité. Il externalise une partie du travail cognitif et émotionnel, libérant ainsi de la bande passante pour le reste, et parfois, en relisant ce qu'on a écrit quelques semaines plus tard, on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir quand on était au cœur de l'expérience. Et si tu écoutes cet audiolivre parce que tu es sorti, parce que tu traverses la reconstruction, parce que tu te demandes pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi tu n'es pas encore guéri, je veux que tu gardes une chose. Ton cerveau travaille. En ce moment, même sans que tu le conscientises, des connexions se refont, des réponses se recalibrent. Des parties de toi que tu croyais perdues cherchent leur chemin vers la surface. La guérison après l'emprise ne ressemble pas à revenir à qui tu étais avant.
Elle ressemble à devenir quelqu'un qui connaît maintenant des choses qu'il ne connaissait pas, qui a vu fonctionner certains mécanismes de l'intérieur, qui a développé, à travers cette traversée, une profondeur et une compréhension de la nature humaine des siennes et de celle des autres que beaucoup de gens ne touchent jamais. Ce n'est pas une consolation de pacotille. C'est une réalité que beaucoup de personnes qui ont traversé ça finissent par reconnaître, longtemps après, quand la distance est suffisante. Tu mérites de le prendre, ce chemin, et tu es plus capable de le prendre que tu ne le crois en ce moment.